Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Dès le lendemain, l'expression « Union sacrée » est pour la première fois employée par le président de la République Raymond Poincaré. Dans la guerre qui s'engage, la France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi, l'Union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique. L'Union sacrée s'impose donc contre les partis politiques pour que chaque Français, quelle que soit son idéologie politique ou sa croyance religieuse, contribue à l'effort de guerre. Le célèbre ordre de mobilisation générale est alors placardé sur les murs de France. Les Français ne découvrent pas la propagande en 1914. Bien au contraire, tout au long du 19e siècle, la presse d'opinion l'utilise déjà, lors des campagnes électorales ou lors des grandes crises politiques, comme ce fut le cas avec la fameuse affaire Dreyfus par exemple. Mais alors, quel a été l'impact de la propagande de guerre sur la conduite des Français et sur le déroulement des hostilités de 1914 à 1918 ? Dès les premières heures de l'entrée en guerre, la France suspend la fameuse loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et met en place un dispositif organisationnel de la censure, à travers la création d'un bureau de la presse au sein du ministère de la Guerre. Les autorités militaires ont dorénavant le pouvoir d'interdire toute publication susceptible de troubler l'ordre public. Une nouvelle loi prévoit l'interdiction de publier toute information concernant les opérations militaires ou diplomatiques, pouvant donner par exemple un avantage tactique ou stratégique à l'ennemi. À travers cette loi, le gouvernement cherche surtout à ne pas commettre la même erreur qu'en 1870. Pour vous la faire courte, les Prussiens avaient mis la main sur un article du journal Le Temps d'août 1870, leur permettant d'anticiper le mouvement de l'armée française et de la vaincre peu après à la bataille de Sedan. Ce choix d'interdire toute liberté à la presse est assumé par le gouvernement. Paul Meunier, député de Bar-sur-Seine, va même jusqu'à annoncer publiquement « Il ne faut pas hésiter à donner un système d'information inexact et retardé ». Là où le contrôle de l'information est plus strict, reste sur le front. Les journaux provenant de l'arrière, mais aussi toute information venant du front, sont étroitement surveillés par le grand quartier général de l'armée française. On met en place des commissions de contrôle postal, chargées d'intercepter les lettres les plus pessimistes provenant du front. Pour vous donner un ordre d'idée, sur plus de 5 millions de lettres et de colis échangés quotidiennement, les commissions en ouvrent jusqu'à 180 000 par semaine. Ces lettres sont d'ailleurs conservées au service historique de la défense à Vincennes. Identifier, influencer et éventuellement corriger l'opinion des militaires devient alors un important objectif pour les pouvoirs en place. Dès le 15 août 1914, le ministre de la Guerre crée un bulletin des armées de la République, distribué chaque jour à toutes les unités de l'armée française. Le but de ces publications est de montrer aux soldats l'importance de leurs efforts individuels dans l'effort national. Le patriotisme devient la principale ligne éditoriale de la très grande majorité des journaux français, et la raréfaction de l'information décrétée par le grand quartier général semble être acceptée, du moins au début du conflit. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Ainsi, Albert Demain, chroniqueur au journal de droite L'Écho de Paris, écrit au plus fort des combats en août 1914 « Du reste, on ne sait rien ». Et aujourd'hui, je répète avec une profonde conviction que nous ne devons rien savoir. En novembre 1915, le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères Aristide Briand fusionne les nombreux services de propagande. Il installe à Paris une nouvelle maison de la presse, équipée d'appareils téléphoniques et télégraphiques et d'un bureau de poste permettant de recevoir et d'envoyer des informations dans le monde entier. Les 400 membres du personnel sont répartis en 4 sections de la propagande officielle française. La section diplomatique, la section militaire, l'analyse et la traduction de la presse étrangère, et puis la section de propagande chargée d'envoyer des représentants en mission à l'étranger. Face aux efforts de propagande allemands, les autorités françaises mettent en place de nouveaux outils de propagande en 1915, la section photographique et la section cinématographique de l'armée. L'objectif est d'enregistrer les actions militaires, d'illustrer l'effort industriel et de documenter les dommages de guerre. Ces 2 sections sont nées de la volonté de créer de nouvelles archives du conflit, mais aussi d'assurer la diffusion de la propagande sur le front intérieur et à l'étranger. Et vous l'imaginez bien, le bureau de la censure vérifie soigneusement leur production avant qu'elle ne soit diffusée dans la presse nationale ou étrangère. Certains se demanderont alors pourquoi la plupart des films projetés en France pendant le conflit sont en réalité américains. Eh bien, en France, le budget, le personnel et les matériaux sont réorientés pour soutenir l'effort de guerre, entraînant alors une baisse de la production cinématographique française pendant le conflit. On assiste aussi à une implication importante des intellectuels français dans l'effort de propagande.
le gouvernement recrute des auteurs parmi les universitaires français les plus prestigieux, pour participer à la mobilisation idéologique et légitimer le combat mené par les armées françaises. Ainsi est créée au début de l'année 1917 l'Union des grandes associations françaises contre la propagande ennemie. Il s'agit là d'un regroupement de ligues, de revues et d'associations, toutes investies dans un effort de propagande. En travaillant en étroite collaboration avec les services de la Maison de la Presse, cette union publie des articles et émet de nombreuses affiches de propagande. Le papier demeure le support le plus utilisé par les discours de propagande. La presse écrite, les cartes postales, les magazines illustrés et les affiches font de la guerre leur thème de prédilection, pour des raisons à la fois patriotiques et commerciales. L'effort de propagande passe aussi par une production considérable d'objets et d'images. Il ne faut pas non plus oublier les supports immatériels de la propagande. Je pense notamment aux milliers de chansons qui résonnent sur le champ de bataille et sur le front intérieur, et dont la principale source d'inspiration reste le patriotisme. Les autorités militaires fondent aussi un théâtre de l'armée, qui donne sa première représentation au front en février 1916. Le discours de propagande reste très classique. Exagération et déformation des faits, omission et mensonges, ironie et humour grossier. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est le fait que les affiches françaises choisissent de ne pas se concentrer sur la représentation de l'ennemi. Même si on trouve quelques affiches représentant l'Allemagne à travers le symbole traditionnel de l'aigle, ou par le soldat allemand stéréotypé avec le casque pointu, l'ennemi n'est pas la cible prioritaire du discours de propagande française. Ce sont plutôt les puissances neutres qui concentrent l'attention et la réflexion des services de propagande. Assurer le maintien de leur neutralité, ou éventuellement provoquer leur entrée dans le camp allié, est bien plus qu'un enjeu mineur dans cette guerre d'usure. Des brochures de propagande françaises sont alors systématiquement traduites et distribuées à l'étranger. On y exploite les récits de réfugiés belges ou français, et on y dramatise les destructions par l'Allemagne. Sur cette affiche par exemple, Marianne, figure symbolique de la République française, nous montre la cathédrale de Reims surnommée la cathédrale martyre, qui fut bombardée dès le début des hostilités par les Allemands. La campagne de propagande française est axée sur un sentiment d'unité nationale et joue sur un registre de conscience collective. À travers les affiches par exemple, tous les visages de la France sont représentés. Les Français parlent aux Français et on sait pourquoi on se bat. En cherchant à justifier idéologiquement le combat, on n'hésite pas non plus à mobiliser l'histoire à travers les affiches, qu'elles soient contemporaines, comme le montre cette affiche avec l'Alsace enchaînée au mur allemand, ou qu'elles soient liées au passé, avec l'image de Napoléon sur de nombreuses cartes postales. Cette affiche illustre bien ce sentiment de conscience collective et de défense de la patrie. Reprenant la fameuse phrase « Ils ne passeront pas » prononcée par le général Robert Nivelle lors de la bataille de Verdun en 1916, on peut y lire « Par 2 fois j'ai tenu et vaincu sur la Marne. Civil mon frère, comme moi tu dois tenir et vaincre. Sois fort et malin, méfie-toi de l'hypocrisie boche. » N'oublions pas non plus le chant patriotique français écrit en 1916 « Verdun, on ne passe pas ». Les adultes ne sont pas les seules cibles de cette propagande. Les manuels scolaires et les devoirs à l'école primaire, la littérature jeunesse, les jeux et les jouets placent l'enfant au cœur du discours de propagande. On cherche à donner un sens à cette guerre, par exemple en rendant héroïque le sacrifice de leur père. À travers la collecte d'argent lors de journées patriotiques ou tout simplement en travaillant dans les champs et les commerces, les enfants deviennent des acteurs de ce conflit. Ils sont d'ailleurs surnommés les petits combattants de l'arrière. J'avais dans ma tirelire une assez forte somme que je destinais à l'achat d'une bicyclette. Mais notre maîtresse nous ayant dit qu'il fallait souscrire pour la défense nationale, j'ai préféré donner cette somme pour avancer l'heure de la victoire et pour que papa revienne plus vite. Et plus tard, je serai fier de montrer à mes enfants que j'ai participé à la délivrance de la France. On retrouve aussi un appel au patriotisme et à l'identité historique, jouant très souvent sur le sentiment de culpabilité que peuvent ressentir ceux qui n'ont pas combattu. On explique aux Français que soutenir l'armée en investissant leurs économies dans des obligations de guerre aiderait à accélérer la fin du conflit. Pour le premier emprunt de guerre français, Abel Fèvre réalise en 1915 l'une des affiches les plus célèbres de la Grande Guerre. Un soldat allemand dont le visage laisse transparaître peur et impuissance n'a d'autre choix que de mettre un genou à terre face à l'assaut déterminé du franc or, sein de la devise liberté, égalité, fraternité. Rien ne semble arrêter le coq gaulois.
Les emprunts de guerre offrent aux civils l'opportunité à l'égal des poilus de combattre l'ennemi. Visuellement très efficace, ce procédé où l'argent écrase l'ennemi de tout son poids est repris par d'autres puissances européennes. Le coq, symbole traditionnel du courage et de l'agressivité, apparaît très souvent comme un symbole de la France et combattant le soldat allemand. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. La presse, frustrée par la pénurie d'informations, publie parfois des articles totalement déconnectés de la réalité. On n'hésite pas à présenter des artilleurs allemands attachés à leurs propres canons pour les empêcher de déserter, ou des tranchées françaises si confortables qu'elles offrent un véritable repos et une cure de plein air à leurs occupants. Le docteur Bérillon affirme même en 1915 devant la Société médicale de Paris que les Allemands souffraient de sueur fétide et d'excrétions abondantes. Avec le temps et l'usure de la guerre, la propagande caricaturale tend à diminuer. De plus, il est assez facile de contourner la censure et la rareté de l'information. Les Français peuvent par exemple se procurer des journaux étrangers comme le Journal de Genève. Georges Clemenceau en particulier n'hésite pas à critiquer le passage d'une censure de l'information militaire à une censure politique et générale. C'est pourquoi lorsqu'il est suspendu une semaine à l'automne 1914 pour avoir révélé les conditions scandaleuses dans lesquelles les blessés sont évacués, son journal L'Homme libre réapparaît sous le titre L'Homme enchaîné. Son journal proclame fièrement les éléments tronqués et signale au lecteur la présence de la censure au travers de nombreux espaces blancs. On peut aussi évoquer le quotidien L'Œuvre, qui passe maître dans l'art de défier la censure, en utilisant dans ses titres et ses bandeaux des doubles sens faisant allusion au rôle des censeurs de la presse. Et puis finalement, impossible de ne pas parler de la naissance du Canard enchaîné en septembre 1915, hebdomadaire satirique et anticonformiste, s'inscrivant aussi dans ce contexte de défi à la censure. Face au très officiel bulletin des armées de la République, les troupes françaises créent des journaux de soldats, aussi appelés journaux de tranchées. Ces petites gazettes de guerre, souvent éphémères et imprimées dans des conditions rudimentaires, sont diffusées au niveau du régiment ou de la division. Usant d'humour et d'ironie, cette presse combattante contient des impressions confuses et des accents de vérité sur les rigueurs du front, l'angoisse de la mort et la haine du bourrage de crâne. L'expression bourrage de crâne s'est d'ailleurs rapidement imposée pour caractériser la nature et la qualité de l'information officielle. L'entreprise de désinformation et de manipulation mise en place par la propagande française ne débouche que sur la méfiance des soldats et des civils envers ces pratiques. Comme en témoigne cette lettre d'un militaire à ses parents. Vous ne savez pas quelle haine j'éprouve pour les apologistes du carnage, qui inspirent l'admiration et le culte des écoliers. Vers la fin de l'année 1916, la lassitude gagne les combattants. Nombreux sont ceux à penser qu'à l'arrière, les civils se préoccupent peu de leur sort. Cette affiche sonne comme une mise au point. La guerre ne se gagnera pas sur le seul champ de bataille. Devant un réseau de barbelés, le soldat rappelle aux civils leur dette envers les défenseurs de la patrie. Il ne faut pas non plus croire que les civils et les combattants sont sans ressources. La surveillance de la presse par l'armée n'est pas infaillible, et montre que de nombreux soldats gardent encore leur liberté d'expression. Les soldats en permission portent aussi des histoires ou des chants contestataires comme la chanson de Crown, qu'ils diffusent à l'arrière et sur le front intérieur. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civeau. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette chanson dans son intégralité. Tout au long du conflit, l'intention de l'État était bien de contrôler l'information et de produire une vision acceptable et légitime de la guerre, afin de maintenir intact le moral des Français tant au front qu'à l'arrière. On sait maintenant que la série de révoltes ayant eu lieu au sein des forces armées françaises au cours de l'année 1917, surnommée les mutineries de printemps 1917, n'a atteint l'opinion publique française que de manière très diffuse et tardive. La censure d'événements ou d'informations sensibles, comme par exemple le nombre de victimes, les mutineries de 1917 ou encore les grèves de printemps 1918, a sans doute contribué à préserver l'illusion d'une union sacrée aux yeux des Français. Conflit industriel et technologique, la Grande Guerre fut également une guerre des mots et des slogans. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en partageant la vidéo, en mettant un pouce bleu et en laissant un petit commentaire. Dorénavant, vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne. Si cela vous intéresse, je vous invite à faire un tour dans la description. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.